octobre. Il m'est arrivé aujourd'hui une aventure bien étrange. Je me suis levé assez tard et quand Marva m'a apporté mes bottes cirées, je lui ai demandé l'heure. Quand elle m'a dit qu'il était 10 heures bien sonnées, je me suis dépêché de m'habiller. J'avoue que je ne serais jamais allé au ministère si j'avais su d'avance quelle mine revêche ferait notre chef de section. Voilà déjà un bout de temps qu'il me dit « Mais comment se fait-il que tu aies toujours un pareil brouillaminier dans la cervelle, frère? Certains jours, tu te démènes comme un possédé. Tu fais un tel gâchis que le diable lui-même n'y retrouverait pas son bien. Tu écris un titre en petites lettres et tu n'indiques ni la date, ni le numéro. » Le vilain oiseau. Il est sûrement jaloux de moi parce que je travaille dans le cabinet du directeur et que je taille les plumes de son excellence. Bref, je ne serais pas allé au ministère si je n'avais pas eu l'espoir de voir le caissier et de soutirer à ce juif fût-ce la plus petite avance sur ma paye. Quel être encore que celui-ci? Le jugement dernier sera là avant qu'il vous fasse jamais une avance sur votre mois. Seigneur, tu peux supplier, te mettre en quatre, même si tu es dans la misère, il ne te donnera rien, le vieux démon. Et quand on pense que chez lui, sa cuisinière lui flanque des gifles, tout le monde sait ça. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à travailler dans un ministère. Cela ne rapporte absolument rien. À la régence de la province, à la chambre civile ou à la chambre des finances, c'est une autre paire de manches. On en voit là-bas qui sont blottis dans des coins à griffonnier. Ils portent des vestons malpropres, ils ont une trogne qui donne envie de cracher, mais il faut voir les villas qu'ils habitent. Pas question de leur offrir des tasses de porcelaine dorée, non? Ils vous répondront « ça, c'est cadeau pour un docteur », mais une paire de trotteurs, une calèche ou un manteau de castor dans les 300 roubles, cela oui, on peut y aller. Allez voir. Ils ont une mine paisible, ils s'expriment d'une manière si raffinée. « Veuillez me permettre de tailler votre plume avec mon canif. » Et ensuite, ils étrillent si bien le solliciteur qu'il ne lui reste plus que sa chemise. Il est vrai que chez nous, par contre, le service est distingué. Partout une propreté telle qu'on n'en verra jamais de semblable à la régence de la province. Des tables d'acajou et tous les chefs se disent « vous ». Ouais, j'en conviens, si ce n'était de la distinction du service, il y a longtemps que j'aurais quitté le ministère. J'avais mis ma vieille capote et emporté mon parapluie, car il pleuvait à verse. Personne dans les rues. Je n'ai rencontré que des femmes qui se protégeaient avec le pan de leur robe, des marchands russes sous leur parapluie et des cochers. Comme noble, il y avait juste un fonctionnaire comme moi qui traînait. Je l'ai aperçu au carrefour. Dès que je l'ai vu, je me suis dit « Hé, toi, mon cher, tu ne t'en vas pas au ministère. Non, tu presses le pas derrière celle qui court là-bas et tu regardes ses jambes. » Quel fripon nous sommes, nous autres fonctionnaires. Ma parole, nous rendrions des points n'importe quel officier. Qu'une dame en chapeau montre seulement le bout de son nez et nous passons infailliblement à l'attaque. Tandis que je réfléchissais ainsi, j'ai aperçu une calèche qui s'arrêtait devant le magasin dont je longeais la devanture. Je l'ai reconnue sur le champ, c'était la calèche de notre directeur. Mais il n'a que faire dans ce magasin, me suis-je dit. Bon, c'est sans doute sa fille. Je me suis effacé le long de la muraille. Le valet a ouvert la portière et elle s'est envolée de la voiture comme un oiseau. Elle a jeté un coup d'œil à droite et à gauche. J'ai distingué dans un éclair ses yeux, ses sourcils. Ah, Seigneur, mon Dieu, j'étais perdu. Quelle idée a-t-on de sortir par une pluie pareille? Aller soutenir maintenant que les femmes n'ont pas la passion de tous ces chiffons. Elle ne m'a pas reconnu. D'ailleurs, je m'efforçais de me dissimuler du mieux que je pouvais, car ma capote était très sale et qui plus est d'une coupe démodée. Aujourd'hui, on porte des manteaux à grand col, tandis que j'en avais un avec deux petits, l'un sur l'autre, et puis c'est du drap mal décati. Sa petite chienne, qui n'avait pas réussi à franchir le seuil du magasin, était restée dans la rue. Je la connais, cette petite chienne. Elle s'appelle Midji. Il ne s'était pas écoulé une minute que j'ai entendu soudain une voix fluette. « Bonjour, Midji. » En voilà bien une autre.
Qui disait cela? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu 2 dames qui passaient sous un parapluie. L'une vieille, l'autre toute jeune, mais elle m'avait déjà dépassé et à côté de moi, la voix retentit de nouveau. « Tu n'as pas honte, Meiji? » Quelle diablerie! Je vois Meiji flairer le chien qui suivait les dames. Eh, me suis-je dit, mais est-ce que je ne serais pas soûl? Pourtant, cela m'arrive très rarement. Non, fidèle, tu te trompes. J'ai vu de mes yeux Meiji prononcer ces mots. J'ai été très malade. Voyez-moi un peu ce chien. J'avoue que j'ai été stupéfait de l'entendre parler comme les hommes, mais plus tard, après avoir bien réfléchi à tout cela, j'ai cessé de m'étonner. En effet, on a observé ici-bas un grand nombre d'exemples analogues. Et il paraît qu'en Angleterre, on a vu un poisson sortir de l'eau et qui a dit 2 mots dans une langue si étrange que depuis 3 ans, des savants se penchent sur le problème sans avoir rien découvert. J'ai lu aussi dans les journaux que 2 vaches étaient entrées dans une boutique pour acheter une livre de thé. Mais je reconnais que j'ai été beaucoup plus surpris quand Meiji a dit « Je t'ai écrit, fidèle. » Sans doute, sans tort, ne t'a-t-il pas apporté ma lettre? Je veux bien qu'on me supprime ma paye. Si de ma vie j'ai entendu dire qu'un chien pouvait écrire, un homme seul peut écrire correctement. Bon, bien sûr, il y a aussi des commis de magasins et même des serfs qui sont capables de gribouiller de temps à autre en noir sur blanc, mais leur écriture est le plus souvent machinale, ni virgule, ni point, ni style. Je fus donc étonné, j'avoue. J'avoue que depuis quelque temps, il m'arrive parfois d'entendre et de voir des choses que personne n'a jamais vues ni entendues. Allons, me suis-je dit, je vais suivre cette chienne, et je saurai qui elle est et ce qu'elle pense. J'ai ouvert mon parapluie et emboîté le pas aux dames. Elles ont pris par la rue au Pois, tourné à la rue des Bourgeois, puis à la rue des Menuisiers, dans la direction du pont de Kukuchin. Elles se sont arrêtées devant une grande maison. Je la connais, cette maison, ai-je pensé. C'est la maison de Verkov. C'est une véritable caserne. Il y vit toute espèce de gens, des cuisiniers, des voyageurs, et les fonctionnaires de mon espèce y sont entassés les uns sur les autres, comme des chiens. J'y ai aussi un ami qui joue gentiment de la trompette. Les dames sont donc montées au 4e étage. C'est bon, me suis-je dit. Pour aujourd'hui, j'en reste là. Mais je retiens l'endroit et je ne manquerai pas d'en profiter à l'occasion. Le 4 octobre. C'est aujourd'hui mercredi. Aussi me suis-je rendu dans le cabinet de notre chef. J'ai fait exprès d'arriver d'avance et je me suis installé et je lui ai taillé toutes ses plumes. Notre directeur est certainement un homme très intelligent. Tout son cabinet est garni de bibliothèques pleines de livres. J'ai lu les titres de certains d'entre eux. Tout cela, c'est de l'instruction, mais une instruction qui n'est pas à la portée d'hommes de mon acabit, non. Toujours de l'allemand ou du français. Et quand on le regarde, quelle gravité brille dans ses yeux. Je ne l'ai jamais entendu prononcer une seule parole inutile. C'est tout juste si, quand on lui remet un papier, il vous demande « Quel temps fait-il » ? Il fait humide, Votre Excellence. Il n'est pas de la même pâte que nous. C'est un homme d'État. Je remarque toutefois qu'il a pour moi une attention particulière et sa fille aussi. Oui. Quelle canaillerie. C'est bon, je me tais. J'ai lu L'abeille du Nord. Quel imbécile que ces Français. Qu'est-ce qu'ils veulent donc? Ma parole, je les ferai tous arrêter et passer aux verges. J'ai lu aussi dans le journal le compte-rendu d'un bal décrit avec grâce par un propriétaire de Koursk. Les propriétaires de Koursk écrivent très bien. Après cela, j'ai vu qu'il était 12h30 passé et que notre chef ne sortait toujours pas de sa chambre. Vers 1h30, il s'est produit un incident qu'aucune plume ne peut dépeindre. La porte s'est ouverte.
J'ai cru que c'était le directeur. Je me suis levé aussitôt, mes papiers à la main. Or, c'était elle. Elle-même. Oh, saint du paradis, comme elle était bien habillée. Elle portait une robe blanche comme du duvet de cygne, une splendeur. Et le coup d'œil qu'elle m'a jeté, un soleil, par Dieu, un vrai soleil. Elle m'a adressé un petit salut et a dit « Papa n'est pas là ?» Ah, aïe, 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 quelle voix, un canari, aussi vrai que je suis là, un canari. « Votre Excellence, ai-je voulu dire, ne me punissez pas, mais si c'est là votre bon plaisir, châtiez-moi de votre auguste petite main. » Oui, mais le diable m'emporte, ma langue s'est embarrassée et je n'ai pu lui répondre que non. Elle a posé son regard sur moi, puis sur les livres, et a laissé tomber son mouchoir. Je me suis précipité, j'ai glissé sur ce maudit parquet, et peu s'en fallut que je me décolle le nez, mais je me suis rattrapé, j'ai ramassé le mouchoir. Oh, Saint-Ange, quel mouchoir! En batiste la plus fine, de l'ambre. Il n'y a pas d'autre mot sans mentir. Il sentait le généralat. Elle m'a remercié d'un léger sourire qui a à peine ouvert ses douces lèvres, et elle a quitté la pièce. Je suis donc resté encore là 1 heure complètement immobile. Soudain, un valet est venu me dire « Rentrez chez vous, Oxens Ivanovitch, le maître est déjà parti. » Je ne peux souffrir la société des valets. Ils sont toujours à se vautrer dans les antichambres. Ils ne daigneraient même pas vous faire un signe de tête. Et si ce n'était que cela, un jour, une de ces brutes s'est avisée de m'offrir du tabac sans bouger de sa place. Sais-tu bien, esclave stupide, que je suis un fonctionnaire de noble origine? Quoi qu'il en soit, j'ai pris mon chapeau et endossé ma capote, car ces messieurs ne vous l'attendraient jamais. Et je suis sorti. Chez moi, je suis resté couché sur mon lit presque toute la journée. Puis, j'ai recopié quelques jolis vers. 1 heure passée loin de mamie me dure autant qu'1 année. Si je dois haïr ma vie, la mort m'est plus douce, ai-je clamé. C'est sans doute Pouchkine qui a écrit cela. Sur le soir, enveloppé dans ma capote, je suis allé jusqu'au perron de son Excellence. J'ai fait le guet un long moment. Si elle sortait pour monter en voiture, je pourrais la regarder encore une petite fois. Mais non. Elle ne s'est pas montrée. « 6 novembre. Notre chef de section est déchaîné. Quand je suis arrivé au ministère, il m'a fait appeler et a commencé ainsi. « Dis-moi, je te prie, ce que tu fais. »« Mais comment cela? Je ne fais rien, j'ai répondu. »« Allons, réfléchis bien. Tu as passé la quarantaine, n'est-ce pas? Il serait temps de rassembler tes esprits. Qu'est-ce que tu t'imagines? Crois-tu que je ne suis pas au courant de toutes tes gamineries? Voilà que tu tournes autour de la fille du directeur, maintenant? Mais regarde-toi donc, songe 1 minute à ce que tu es. Un 0, rien de plus. Tu n'as pas un sou vaillant. Regarde-toi un peu dans la glace, tu ne manques pas de prétention. » Sapristi. Sa figure à lui tient de la fiole d'apothicaire. Il a sur le sommet du crâne une touffe de cheveux bouclés en toupette qu'il fait tenir en l'air en l'enduisant d'une espèce de pommade à la rose. Et il se figure qu'il n'y a qu'à lui que tout est permis. Je comprends fort bien pourquoi il m'en veut. Il est jaloux. Il a peut-être été surpris des marques de bienveillance toutes particulières qu'on m'a octroyées, mais je crache sur lui. La belle affaire qu'un conseiller aulique. Il accroche une chaîne en or à sa montre et se commande des bottes à 30 roubles, et après... Que le diable le patafiole. Et moi, est-ce que mon père était roturier, tailleur ou sous-officier? Non, non, je suis un noble. Je peux monter en grade, moi aussi. Pourquoi pas, hein? Je n'ai que 42 ans. À notre époque, c'est l'âge où l'on commence à peine sa carrière. Attends, l'ami. Nous aussi, nous deviendrons colonels, et même peut-être quelque chose de mieux, si Dieu le permet. Et nous nous ferons une réputation encore plus flatteuse que la tienne. Alors, tu t'es fourré dans la tête qu'il n'existait pas un seul homme convenable en dehors de toi? Qu'on me donne seulement un habit de chez Rouch, que je mette une cravate comme la tienne, et tu ne m'arriveras pas à la cheville. Je n'ai pas d'argent. C'est là mon malheur.
8 novembre. Je suis allé au théâtre. On jouait Filatka, le nigo russe. J'ai beaucoup ri. Et il y avait aussi un vaudeville avec des vers amusants sur les avoués et en particulier sur un enregistreur de collège. Ces vers étaient vraiment très libres et j'ai été étonné que la censure les ait laissés passer. Quant aux marchands, on dit franchement qu'ils trompent les gens et que leur fils s'adonne à la débauche et se faufile parmi les nobles. Il y avait aussi un couplet fort comique sur les journalistes. On dit qu'ils aiment déblatérer surtout. L'auteur demande la protection du public. Les écrivains aujourd'hui sortent des pièces bien divertissantes. J'aime aller au théâtre. Dès que j'ai un sou en poche, je ne peux me retenir. Eh bien, parmi mes pareils, les fonctionnaires, il y a de véritables cochons qui ne mettraient pas les pieds dans un théâtre pour un empire, les rustres. C'est à peine s'ils se dérangeraient si on leur donnait des billets gratis. Il y avait une actrice qui chantait à ravir. J'ai pensé à elle. À la... Ah, c'est bon. C'est bon, je me tais. 9 novembre. À 8h30, je suis allé au ministère. Notre chef de section a fait mine de ne pas remarquer mon arrivée. De mon côté, j'ai fait comme s'il n'y avait rien eu entre nous. J'ai revu et vérifié la paperasse. Je suis sorti à 4h. J'ai passé devant l'appartement du directeur, mais il n'y avait personne. Après le dîner, je suis resté étendu sur mon lit, presque tout l'après-midi. « 11 novembre. Aujourd'hui, je suis allé dans le bureau du directeur et j'ai taillé pour lui 23 plumes. Et pour elle, pour son excellence, 4 plumes. Il aime avoir un grand nombre de plumes à sa disposition. C'est un cerveau pour sûr. Il n'ouvre pas la bouche, mais je suppose qu'il soupèse tout dans sa tête. Je voudrais savoir à quoi il pense le plus souvent, ce qui se trame dans cette cervelle. J'aimerais observer de plus près la vie de ces messieurs, toutes ces équivoques, ces manèges de courtisans, comment ils se conduisent, ce qu'ils font dans leur monde. Voilà ce que je désirerais apprendre. J'ai essayé plusieurs fois d'engager la conversation avec son Excellence, mais sacrebleu, ma langue m'a refusé tout service. J'ai juste dit qu'il faisait froid ou chaud dehors et je n'ai positivement rien pu sortir d'autre. J'aimerais jeter un coup d'œil dans le salon, dont la porte est ouverte quelquefois, et dans la pièce qui est derrière. Quel riche mobilier, quel beau miroir, quelle fine porcelaine. J'aimerais entrer quelques secondes là-bas, dans le coin où demeure son Excellence. Voilà où je désirerais pénétrer, dans son boudoir. Comme voir comment sont disposés tous ces vases, tous ces flacons, ces fleurs qu'on en a peur de flétrir avec son haleine, ces vêtements en désordre, plus semblables à de l'air qu'à des vêtements. Je voudrais jeter un coup d'œil dans sa chambre à coucher. Là, j'imagine les prodiges, un paradis tel qu'il nous s'en trouve pareil dans les cieux. Regardez l'escabeau où elle pose son petit pied au saut du lit. La voir gainer ce petit pied d'un bas blanc comme neige. Aïe, c'est bon. C'est bon, je me tais. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu comme une illumination. Je me suis rappelé cette conversation que j'ai surprise entre les deux chiens sur la perspective Nevsky. C'est bon, me suis-je dit, maintenant je saurai tout. Il faut intercepter la correspondance qu'entretiennent ces sales cabots. Alors j'apprendrai sûrement quelque chose. J'avoue qu'une fois même, j'ai appelé Meiji et je lui ai dit « Écoute, Meiji, nous sommes seuls, tu le vois? Si tu veux, je peux aussi fermer la porte, ainsi personne ne nous verra. Dis-moi tout ce que tu sais de ta maîtresse. Que fait-elle? Qui est-elle? Je jure de ne rien dire à personne. » Mais ce ruse animal a serré la queue entre ses jambes et s'est ramassé de plus belle et a gagné la porte comme s'il n'avait rien entendu.
Il y a déjà longtemps que je soupçonne que le chien est beaucoup plus intelligent que l'homme. Je suis même persuadé qu'il peut parler, mais qu'il y a en lui une espèce d'obstination. C'est un remarquable politique. Il observe les moindres pas de l'homme. Oui, coûte que coûte. J'irai demain à la maison Zverkov. J'interrogerai Fidèle et si j'en trouve le moyen, je saisirai toutes les lettres que lui a écrites Medji. « 12 novembre. À 2 heures de l'après-midi, je suis sorti de chez moi dans l'intention bien arrêtée de trouver Fidèle et de l'interroger. Je ne peux supporter cette odeur de chou qui se dégage de toutes les petites boutiques de la rue des Bourgeois. De plus, il vous parvenait de chaque porte cochère une telle puanteur que je me suis sauvé à toutes jambes en me bouchant le nez. Mais ces coquins d'artisans laissent échapper de leur atelier une si grande quantité de suie et de fumée qu'il est décidément impossible de se promener par ici. Arrivé au 5e étage, j'ai sonné. Une jeune fille m'a ouvert la porte, pas mal faite, avec de petites taches de rousseur. Je l'ai reconnue, c'est celle-là même qui marchait à côté de la vieille. Elle a rougi légèrement et j'ai tout de suite vu de quoi il en retournait. Toi, ma belle, tu cherches un fiancé. Vous désirez, m'a-t-elle dit. J'ai besoin de parler à votre chienne. Que cette fille était sotte. J'ai compris immédiatement qu'elle était sotte. À ce moment, la chienne a accouru en aboyant. J'ai voulu l'attraper, mais cet ignoble animal a manqué de refermer ses mâchoires sur mon nez. J'ai malgré tout aperçu sa corbeille dans un coin. Et voilà ce qu'il me faut. Je me suis approché, j'ai retourné la paille du panier et en mon extrême satisfaction, j'en ai retiré une mince liasse de petits papiers. Cette sale chienne, en me voyant, a tout d'abord mordu mon mollet, et puis quand elle a senti que j'avais pris les lettres, elle s'est mise à glapir et à me faire des caresses. Non, ma chère, adieu, et je suis parti bien vite. Je crois que la jeune fille m'a prise pour un fou, car elle a semblé extrêmement effrayée. Rentré chez moi, j'ai voulu sur l'heure me mettre au travail, et déchiffrer ces lettres, car j'y vois très mal à la lumière de la bougie. Mais Marvin s'était avisé de laver le plancher. Ces idiotes de Finnoises, toujours avec des idées de propreté au mauvais moment. Alors je suis parti faire un tour et méditer sur l'événement. Ce coup-ci, enfin, je vais savoir toutes ses actions, et ses pensées, et tous ses mobiles. Je vais enfin démêler tout ça. Ce sont ces lettres qui vont m'en donner la clé. Les chiens sont des gens intelligents, au fait de toutes les relations politiques, et sans doute vais-je trouver tout là-dedans, le portrait et les moindres actions de cet homme. Il sera bien fait aussi une petite allusion à elle, à la... C'est bon, je me tais. Je suis rentré chez moi à la fin de l'après-midi, je suis resté couché sur mon lit une bonne partie de la soirée. « 13 novembre. Eh bien, voyons. Cette lettre est calligraphiée assez lisiblement. Pourtant, il y a je ne sais quoi de canin dans les caractères. Lisons. Cher Fidèle, je ne peux décidément pas m'habituer à ce nom bourgeois, comme s'il ne pouvait en donner un plus élégant. Fidèle, rose, comme c'est vulgaire. Mais laissons cela, je suis très contente que nous ayons décidé de nous écrire. Cette lettre est écrite très correctement. La ponctuation et les accents sont toujours à leur place. À parler franchement, notre chef de section lui-même n'écrit pas aussi bien, quoiqu'il nous rabatte les oreilles avec l'université où il a fait ses études. Voyons la suite. Il me semble que partager ses pensées, ses sentiments, ses impressions avec autrui est un des plus grands bonheurs sur cette terre. Cette citation est puisée d'un ouvrage traduit de l'allemand, dont j'ai oublié le titre. Je dis cela par expérience, quoique je n'ai pas couru le monde au-delà de la porte cochère de notre maison. Ma vie ne s'écoule-t-elle pas dans le bien-être? Ma maîtresse, que papa appelle Sophie, m'aime à la folie. C'est bon. C'est bon, je me tais. Papa aussi, lui, me caresse très souvent. Je bois du thé, du café, de la crème.
Ah, ma chère, je dois te dire que je ne trouve aucun agrément à ces énormes os rongés que dévore à la cuisine notre centaure. Il n'y a que les os de gibier qui sont savoureux, surtout quand personne n'en a encore sucé la moelle. J'aime beaucoup qu'on mélange plusieurs sauces, mais sans capre et sans herbe potagère. Je ne sais rien de pire que l'habitude de donner aux chiens des boulettes de pain. Un quelconque monsieur assis à table et dont les mains ont tripoté toutes sortes de saletés se met à pétrir de la mie de pain et ces mêmes mains vous appellent et vous fourrent la boulette dans la gueule. C'est impoli de refuser, alors on mange avec dégoût, mais on mange tout de même. Le diable sait ce que cela veut dire. Quelle absurdité, comme s'il n'y avait pas des sujets plus intéressants à traiter. Voyons la page suivante. Peut-être y trouverons-nous quelque chose de plus sensé. Je me ferai un plaisir de te tenir au courant de tous les événements qui se produisent chez nous. Je t'ai déjà donné quelques détails sur le personnage principal que Sophie appelle Papa. C'est un homme très étrange. Enfin, oui, je sais, ils ont leur vue politique sur tous les sujets. Voyons ce qui concerne Papa. Un homme très étrange, il se tait le plus souvent, il ouvre rarement la bouche. Mais il y a 8 jours, il n'arrêtait pas de répéter tout seul « Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non ?» Il prenait une feuille de papier à la main, il en pliait une autre vide et disait « Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non ?» Un jour même, il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Qu'en penses-tu, Meiji, est-ce qu'on me le donnera, oui ou non ?» Je n'y ai compris goutte, j'ai reniflé ses bottes et me suis éloigné. Puis, ma chère, une semaine plus tard, Papa est rentré tout joyeux. Toute la matinée, des messieurs en uniforme sont venus le féliciter. À table, il était plus gai que jamais et ne tarissait pas d'anecdotes. Après le dîner, il m'a soulevé jusqu'à son cou et m'a dit « Regarde, Meiji, qu'est-ce que c'est que cela ?» J'ai vu un ruban, j'ai reniflé et ne lui ai trouvé aucun arôme. Enfin, je lui ai donné un coup de langue sans me faire voir, c'était un peu salé. Il me semble que cette chienne parle trop. Elle mérite le fouet. Ainsi, notre homme est un ambitieux. Il faut en prendre note. Adieu, ma chère, je me sauve, etc., etc. Je terminerai ma lettre demain. Bonjour, nous voici de nouveau réunis. Aujourd'hui, ma maîtresse Sophie... voyons ce que fait Sophie. C'est bon, poursuivons. Ma maîtresse Sophie était dans tous ses états. Elle se préparait à partir au bal et je me réjouis de pouvoir t'écrire en son absence. Ma Sophie est toujours ravie d'aller au bal, quoiqu'elle se mette toujours en colère en faisant sa toilette. Je ne comprends nullement, ma chère, le plaisir d'aller au bal. Sophie revient vers 6 heures du matin et presque chaque fois je devine à son pauvre visage pâle qu'on ne lui a rien donné à manger là-bas. La malheureuse enfant. Je ne pourrais jamais vivre ainsi, je l'avoue. Si on ne me donnait pas de ces gélinottes en sauce ou des ailes de poulet, je ne sais pas ce que je deviendrais. La bouillie à la sauce est bonne aussi, mais les carottes et les navets et les artichauts, ce n'est jamais bon. Le style est extrêmement inégal. On voit tout de suite que ce n'est pas un homme qui a écrit cela. Ça commence comme il faut, puis ça finit à la manière canin. Regardons encore un billet. C'est un peu longuet. La date n'est même pas indiquée. Et comment peut-on remplir une lettre de semblables inepties? Qu'on m'amène un homme. Je veux voir un homme. Je réclame une nourriture dont mon âme se repaisse et se délecte, tandis que c'est niaiserie. Tournons la page, ce sera peut-être mieux. Sophie cousait assise près d'un guéridon. Je regardais par la fenêtre car j'aime surveiller les passants. Tout à coup, un valet est entré et annoncé Tieplov. « Introduis-le » s'est écriée Sophie. Elle s'est jetée sur moi pour m'embrasser. « Ah, Meiji, si tu savais qui c'est. Il est brun, gentilhomme de la chambre, il a les yeux noirs et étincelants comme de la braise, et Sophie s'est sauvée dans ses appartements. 1 minute plus tard est entré un jeune gentilhomme de la chambre avec des favoris noirs. Il s'est approché de la glace, a rectifié sa coiffure et a fait le tour de la pièce. J'ai poussé un petit grognement et je me suis tapi dans mon coin. Sophie est arrivée peu après et a répondu joyeusement à sa révérence. Moi, je continuais tranquillement à regarder par la fenêtre comme si de rien n'était, mais j'ai penché légèrement la tête et je me suis efforcé de comprendre de quoi il s'entretenait. « Ah, ma chère, quelle sottise !» il se disait.
Il racontait qu'une dame au milieu d'une danse avait exécuté une telle figure au lieu d'une autre, ou qu'un certain Bobov qui ressemblait à s'y méprendre à une cigogne avec son jabot. Une dame, Lydina, s'imaginait avoir les yeux bleus alors qu'elle les avait verts, et tout à l'avenant. Et il ferait beau devoir comparer ce gentilhomme à Trésor, me suis-je dit en moi-même. Ah, ciel, quelle différence! Je ne sais pas, ma chère, ce qu'elle trouve à son Tieplov. Pourquoi s'en est-elle autant entichée? Il me semble, moi aussi, qu'il y a là quelque chose qui cloche. C'est impossible que Tieplov ait pu la charmer à ce point. Voyons plus loin. Si ce jeune homme trouve grâce à ses yeux, je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas bientôt de même de ce fonctionnaire qui travaille dans le cabinet de papa. Ah, ma chère, si tu voyais cet avorton. Qui cela peut-il être? Il a un nom de famille très bizarre. Il reste toute la journée à tailler des plumes. Ses cheveux ressemblent à du foin. Papa l'emploie toujours pour faire des commissions. On dirait que c'est à moi que ce vilain chien fait allusion. Ou prend-il que mes cheveux ressemblent à du foin? Sophie ne peut se retenir de rire lorsqu'elle le regarde. « Tu mens, maudit cabot! Abominable langage, comme si je ne savais pas que c'est là l'ouvrage de la jalousie, comme si je ne savais pas de qui c'est le fait. Ce sont les menées de mon chef de section. Cet homme m'a juré une haine implacable, et s'acharne à me faire tort à chaque pas. Lisons une de ces lettres, peut-être que tout va s'éclairer de soi-même. Ma chère fidèle, tu m'excuseras d'être restée si longtemps sans t'écrire. J'ai vécu dans une parfaite ivresse. C'est avec raison qu'un écrivain a dit que l'amour était une seconde vie. Et puis il y a maintenant de grands changements chez nous. Le gentilhomme de la chambre vient nous voir tous les jours. Sophie l'aime à la folie. Papa est très gai. J'ai même entendu dire à notre Grégoire, qui parle presque toujours tout seul en balayant les parquets, que le mariage aurait lieu bientôt, car papa veut absolument voir Sophie mariée, soit un général, soit un gentilhomme de la chambre, soit un colonel. Malédiction. Je ne peux en lire davantage. C'est toujours un gentilhomme de la chambre ou un général. Tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde échoue toujours aux gentilshommes de la chambre ou aux généraux. On se procure une modeste aisance, on croit l'atteindre, et un gentilhomme de la chambre ou un général vous l'arrache sous le nez. Nom d'un chien. Ce n'était pas pour obtenir sa main et autre chose de ce genre que je voulais devenir général. Non. Si je voulais être général, c'était pour les voir s'empresser autour de moi, se livrer à tous ces manèges et équivoques de courtisans et leur dire ensuite, vous deux, je vous crache dessus. Sapristi, comme c'est vexant. J'ai déchiré en petits morceaux les lettres de cette chienne. 3 décembre. C'est impossible. Cela ne tient pas debout. Ce mariage ne se fera pas. Il est gentilhomme de la chambre et après. Ce n'est qu'une distinction, ce n'est pas une chose visible qu'on puisse prendre dans ses mains, ce n'est pas parce qu'il est gentilhomme de la chambre qu'il lui viendra un troisième œil au milieu du front. Son nez n'est pas en or, que je sache, mais tout pareil au mien. Au nez de n'importe qui lui sert à priser, non, à manger, à éternuer, à tousser. J'ai plusieurs fois essayé de démêler l'origine de toutes ces différences. Pourquoi suis-je conseiller titulaire? Et à quel propos? Peut-être que je suis un comte ou un général, que j'ai seulement l'air d'être un conseiller titulaire. Peut-être que j'ignore moi-même qui je suis. Il y a de nombreux exemples dans l'histoire. Un homme ordinaire, sans parler d'un noble, un simple bourgeois ou un paysan découvre subitement qu'il est un grand seigneur ou un baron ou quelque chose d'approchant. Si un illustre personnage peut sortir d'un moudjik, que sera-t-il s'il s'agit d'un noble? Si, par exemple, je descendais dans la rue en uniforme de général, une épaulette en or sur l'épaule droite, une autre sur l'épaule gauche, un ruban bleu ciel en guise d'écharpe, sur quel ton chanterait-on alors, madame? Hein? Et que dirait papa, notre directeur? Ah, c'est un grand ambitieux, un franc-maçon sans doute. Bien qu'il fasse semblant d'être ceci ou cela, j'ai tout de suite deviné qu'il était franc-maçon. Et quand il tend la main à quelqu'un, il n'avance que 2 doigts.
Est-ce que je ne peux pas à l'instant même être promu général, gouverneur ou intendant ou quelque chose de ce genre? Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi je suis conseiller titulaire? Pourquoi précisément conseiller titulaire? 5 décembre. Aujourd'hui, j'ai lu les journaux toute la matinée. Il se passe de drôles de choses en Espagne. Je ne comprends même pas très bien. On dit que le trône est vacant, que les dirigeants sont embarrassés pour choisir un héritier et que cela provoque des émeutes. Cela me paraît tout à fait étrange. Comment un trône peut-il être vacant? On dit qu'une certaine donna doit monter sur le trône. Une donna ne peut pas monter sur le trône, en aucune façon. Sur le trône, il faut un roi. Mais ils disent qu'il n'y a pas de roi. Il est impossible qu'il n'y ait pas de roi. Un État ne peut exister sans roi. Il y en a un, mais il ignore où il se trouve. Il est même peut-être là-bas, mais pour des raisons de famille ou de crainte du côté des puissances voisines, à savoir la France et les autres pays, l'obligent à se cacher. Ou peut-être y a-t-il d'autres motifs. « 8 décembre. J'étais tout à fait décidé à me rendre au ministère. Mais différentes raisons et réflexions m'en ont empêché. Les affaires de l'Espagne ne peuvent toujours pas me sortir de l'esprit. Comment se peut-il qu'une donna devienne reine? On ne permettra pas cela. Et d'abord l'Angleterre s'y opposera, et puis il y a la situation politique de toute l'Europe. L'empereur de l'Autriche, notre empereur. J'avoue que tous ces événements m'ont tellement abattu et ébranlé que je n'ai absolument rien pu faire d'autre de la journée. Marva m'a fait remarquer que j'étais très distrait à table. J'ai, en effet, par distraction sans doute, jeté 2 assiettes sur le plancher. Elles ont aussitôt volé en éclats. Après dîner, je suis allé me promener aux montagnes russes. Je n'ai rien pu en tirer d'instructif. Je suis demeuré sur mon lit le reste du temps à réfléchir aux affaires de l'Espagne. En 2000, 43e jour d'avril. Aujourd'hui est un grand jour, un jour de grande solennité. L'Espagne a un roi. On l'a trouvé, ce roi c'est moi. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'ai été brusquement comme inondé d'une lumière. Je ne comprenais pas pourquoi ni comment j'avais pu m'imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu me pénétrer dans mon cerveau? Il est encore heureux que personne n'ait songé à m'enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout m'est révélé. Maintenant, tout est clair. Avant, je ne comprenais pas. Mais il y avait devant moi une espèce de brouillard. Tout ceci vient, je crois, que les gens se figurent que le cerveau de l'homme est logé dans son crâne. Mais pas du tout. Il est apporté par le vent qui souffle de la mer Caspienne. J'ai tout de suite révélé à Marva qui j'étais. Quand elle a appris qu'elle avait devant elle le roi d'Espagne, elle s'est mise à frapper des mains l'une contre l'autre et a failli mourir de frayeur. Cette sotte n'avait jamais encore vu de roi d'Espagne. Je me suis malgré tout efforcé de la tranquilliser et de l'assurer en des termes gracieux de ma bienveillance. Je lui ai dit que je ne lui gardais pas la moindre rancune d'avoir quelquefois mal ciré mes bottes. Ces gens sont ignorants. On ne peut les entretenir de sujets élevés. Elle a pris peur parce qu'elle était convaincue que tous les rois d'Espagne ressemblent à Philippe II. Mais je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien de commun entre Philippe II et moi. Je ne suis pas allé au ministère. Le diable les emporte. Non, mes amis, maintenant, vous ne m'y prendrez plus. Je ne vais pas continuer à recopier votre sale paperasse. 86e jour de Matrobre. Entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, l'huissier est venu me dire de me rendre au ministère car il y avait plus de 3 semaines que je n'assurais plus mon service. Je suis allé au ministère pour rire. Notre chef de section pensait que j'allais faire des révérences et lui adresser des excuses, mais je l'ai regardé d'un air indifférent, ni trop courroucé, ni trop bienveillant, et je me suis assis à ma place comme si je ne remarquais rien.
J'ai regardé toute cette vermine administrative et je me suis dit, si vous saviez qui est assis parmi vous, que se passerait-il? Seigneur Dieu, quel tohu-bohu cela soulèverait! Le chef de section lui-même me ferait un salut jusqu'à la ceinture, comme il en fait un maintenant pour le directeur. On a placé des papiers devant moi afin que j'en fasse le résumé. Mais je ne les ai même pas effleurés du bout des doigts. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est mis à s'agiter. On avait dit que le directeur allait venir. Beaucoup de fonctionnaires ont couru, à qui il se présenterait le plus vite devant lui, mais moi, je n'ai pas bougé. Quand il a traversé notre bureau, tous ont boutonné leurs habits, mais moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'un directeur? Que je me lève devant lui? Jamais. Quel directeur est-ce là? C'est un simple bouchon. Pas un directeur, un bouchon ordinaire, un simple bouchon, rien de plus, comme ceux qui servent à boucher les bouteilles. Ce qui m'a amusé le plus, c'est quand ils ont glissé des papiers pour que je les signe. Ils s'imaginaient que j'allais signer en bas de la feuille « Chef de bureau, un tel ». Allons donc. J'ai gribouillé bien en vue là où le directeur du département signe habituellement. Ferdinand 8. Il fallait voir le silence respectueux qui a régné alors. J'ai fait un tout petit geste de la main en disant « Je ne veux aucun témoignage de soumission ». Et je suis sorti. Du bureau, je me suis rendu tout droit à l'appartement du directeur. Il n'était pas chez lui. Le valet a voulu m'empêcher d'entrer, mais je lui ai dit 2 mots, et les bras lui en sont tombés. J'ai gagné directement son cabinet à elle, son cabinet de toilette. Elle était assise devant son miroir. Elle s'est levée brusquement, a fait un pas en arrière. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais roi d'Espagne. Je lui ai dit seulement qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer le bonheur qui l'attendait et que nous serions réunis malgré les machinations de nos ennemis. Je n'ai rien voulu ajouter de plus et j'ai quitté la pièce. Quelle créature rusée que la femme. Ce n'est seulement maintenant que j'ai compris ce qu'est la femme. Jusqu'à présent, personne ne savait de qui elle était amoureuse. Je suis le premier à l'avoir découvert. La femme est amoureuse du diable. Oui, sans plaisanter. Les physiciens écrivent des absurdités. Qu'elle ait ceci, cela, elle n'aime que le diable. Voyez là-bas, celle qui braque ses jumelles de la loge du second rang. Vous croyez qu'elle regarde ce personnage bedonnant décoré d'une plaque? Vous n'y êtes pas. Elle regarde le diable qui se tient debout derrière lui. Tenez, le voilà qui se dissimule sous son habit. Il lui fait un signe du doigt, et elle l'épousera. Elle l'épousera. Et tous ceux que vous voyez là, tous ces pères de famille gradés, tous ces hommes qui font la pirouette dans toutes les directions et qui prennent la cour d'assaut en disant qu'ils sont patriotes et patati et patata des fermes. Voilà ce qu'ils veulent, ces patriotes. Leur père, leur mère, Dieu lui-même, ils les vendraient pour de l'argent, les ambitieux, les Judas. Et cette ambition illimitée provient de ce qu'ils ont sous la luette, une vésicule qui contient un vermisseau de la grosseur d'une tête d'épingle. C'est un barbier de la rue au Pois qui fait cela. J'ai oublié son nom, mais on sait de sources certaines qu'il veut, avec l'aide d'une sage-femme, répandre le mahométisme dans le monde entier. On dit que c'est pour cela que la plus grande partie du peuple français confesse à la foi de Mahomet. Pas de date. Ce jour-là était sans date. Je me suis promené incognito sur la perspective Nevski. Sa Majesté l'Empereur a passé en voiture. Toute la ville a ôté ses bonnets. J'ai fait de même. Pourtant, je n'ai laissé nullement voir que j'étais le roi d'Espagne. J'ai jugé inconvenant de me faire connaître aussitôt devant tout le monde, car il faut avant tout que je me présente à la cour. Ce qui m'a arrêté, c'est que je n'ai pas encore de costume national espagnol. Si je pouvais au moins me procurer une cape. Je voulais en commander une en un tailleur, mais ce sont de véritables ânes. De plus, ils négligent totalement leur travail et se sont lancés dans la spéculation et le plus souvent, ils pavent les chaussées. J'ai eu l'idée de me faire une cape et dans mon uniforme neuf que je n'ai porté que 2 fois en tout.
Et pour que ces vauriens ne me massacrent pas, j'ai décidé de la faire moi-même. En fermant la porte à clé pour n'être vu de personne, j'ai tailladé de bout en bout avec mes ciseaux, car la coupe doit être tout autre. J'ai oublié la date. Il n'y a pas eu de mois non plus. C'était le diable, c'est quoi? Ma cape est achevée et cousue. Marvan a poussé un cri quand je l'ai mise. Pourtant, je ne me décide pas encore à me présenter à la cour. La députation d'Espagne n'est toujours pas là. Sans député, ce n'est pas convenable. Cela enlèverait tout poids à ma dignité. Je les attends d'un instant à l'autre. Le premier. Cette lenteur des députés m'étonne prodigieusement. Quelles sont les raisons qui ont pu les retarder? La France, peut-être? Oui, c'est la nation la moins disposée. Je suis allé demander à la poste si les députés espagnols n'étaient pas arrivés. Mais le directeur est parfaitement stupide. Et il ne sait rien. Il m'a dit, non, il n'y a aucun député espagnol, mais si vous voulez écrire des lettres, nous les prendrons au cours fixé. Ah, qu'il aille se faire pendre. Qu'est-ce qu'une lettre? Une absurdité. Ce sont les apothicaires qui écrivent les lettres. Madrid. Le 30 février. Voilà, je suis en Espagne. Cela s'est fait si rapidement que j'ai de la peine à m'y reconnaître. Ce matin, les députés espagnols sont entrés chez moi et je suis monté en voiture avec eux. Cette extraordinaire précipitation m'a paru étrange. Nous avons marché un tel train que nous avions atteint la frontière de l'Espagne une demi-heure plus tard. D'ailleurs, il est vrai maintenant qu'il y a les chemins de fer dans toute l'Europe et que les bateaux à vapeur vont extrêmement vite. Curieux pays que l'Espagne. Quand nous sommes entrés dans la première pièce, j'y aperçus une foule d'hommes à la tête rasée. Mais j'ai deviné que ce devait être ou des grands soldats ou j'ai deviné que cela devait être ou des grands ou des soldats, car ils se rasent la tête. Ce qui m'a paru extrêmement bizarre, c'est la conduite du chancelier d'Empire. Il m'a pris par le bras, il m'a poussé dans une petite chambre et m'a dit « Reste là, et si tu racontes que tu es le roi Ferdinand, je te ferai passer cette envie. » Sachant que ce n'était qu'une épreuve, j'ai répondu négativement. Alors le chancelier m'a donné 2 coups de bâton sur le dos si douloureux que j'ai failli pousser un cri, mais je me suis dominé, me rappelant que c'était un rite de la chevalerie lors de l'entrée en charge d'un haut dignitaire. En Espagne, ils observent encore les coutumes de la chevalerie. Resté seul, j'ai voulu m'occuper aux affaires de l'État. J'ai découvert que la Chine et l'Espagne ne sont qu'un seul et même pays, et que c'est seulement par ignorance qu'on les considère comme des pays différents. Je conseille à tout le monde d'écrire sur un papier le mot « Espagne » et cela donnera « Chine ». Mais j'ai été profondément affligé d'un événement qui doit se produire demain. Demain, à 7 heures, s'accomplira un étrange phénomène. La Terre s'assiera sur la Lune. Le célèbre chimiste anglais Wellington en parle lui-même. J'avoue que j'ai ressenti une vive inquiétude lorsque je me suis imaginé la délicatesse et la fragilité extraordinaire de la Lune. On sait que la Lune se fait habituellement à Hambourg et d'une façon abominable. Je m'étonne que l'Angleterre n'y fasse pas attention. C'est un tonnelier boiteux qui la fabrique. Il est clair que cet imbécile n'a aucune notion de la Lune. Il y met un câble goudronné et une mesure d'huile d'olive. Il se répand alors sur toute la Terre une telle puanteur qu'il faut se boucher le nez. De là vient que la Lune elle-même est une sphère si délicate que les hommes ne peuvent y vivre. Pour l'instant, elle n'est habitée que par des nez. Voilà pourquoi nous ne pouvons voir notre nez. Et ils se trouvent tous sur la Lune. Quand j'ai pensé que la Terre, matière pesante, pouvait réduire nos nez en poudre en s'asseyant dessus, j'ai été saisi d'une angoisse telle que j'ai enfilé mes bas et mes chaussures et je me suis rendu en toute hâte à la salle du Conseil d'État pour donner l'ordre à la police d'empêcher la Terre de s'asseoir sur la Lune. Les grands à tête rasée que j'avais aperçus en nombre dans la salle du Conseil d'État sont des gens très intelligents. Quand je leur ai dit « Messieurs, sauvons la Lune car la Terre veut s'asseoir dessus », ils se sont tous précipités à l'instant pour exécuter ma volonté
volonté souveraine, et beaucoup ont grimpé au mur pour attraper la lune. Mais à ce moment est entré le grand chancelier, et en le voyant, tous se sont enfuis. Comme je suis le roi, je suis resté seul. Mais le chancelier, à ma stupéfaction, m'a donné un coup de bâton et m'a reconduit de force dans ma chambre. Si grand est le pouvoir des coutumes populaires en Espagne. Janvier de la même année qui a succédé à février. Je ne peux arriver à comprendre quel pays est l'Espagne. Les usages populaires et les règles de l'étiquette de la cour, ils sont tout à fait extraordinaires. Je ne comprends décidément, je ne comprends pas, je n'y comprends rien. Aujourd'hui, on m'a tondu, bien que j'ai crié de toutes mes forces que je ne voulais pas être moine. Je ne peux même plus me rappeler ce qu'il est advenu de moi lorsqu'ils ont commencé à me verser de l'eau froide sur le crâne. Je n'avais jamais encore enduré un pareil enfer. Pour peu, je devenais enragé, et c'est à peine s'ils ont pu me retenir. Je ne comprends pas du tout la signification de cette étrange coutume. C'est un usage stupide et absurde. La légèreté des rois qui n'ont pas encore aboli cette coutume me semble inconcevable. Je suppose, selon toute vraisemblance, que je suis tombé entre les mains de l'Inquisition. Celui que j'ai pris pour le grand chancelier est sans doute le grand inquisiteur en personne, mais je ne peux toujours pas comprendre comment il est possible que le roi soit soumis à l'Inquisition. Il est vrai que c'est possible de la part de la France et surtout de Polignac. Ce coquin de Polignac, il a juré de me faire du mal jusqu'à ma mort. Il me harcèle, me persécute, mais je sais, mon ami, que c'est l'Anglais qui te mène. L'Anglais est un grand politique. Il essaie de se faufiler partout. Tout le monde sait que quand l'Angleterre prise, la France éternue. Le 25. Aujourd'hui, le grand inquisiteur est venu dans ma chambre, mais je m'étais caché sous ma chaise en entendant son pas. Voyant que je n'étais pas là, il s'est mis à m'appeler. Tout d'abord, il a crié « Poprichin !» Je n'ai pipé mot. Ensuite, « Oxens, Ivanov, conseiller titulaire, gentilhomme !» J'ai gardé silence. « Ferdinand VIII !» J'ai voulu sortir la tête, mais je me suis dit, non, mon frère, tu ne me donneras pas le change. Nous te connaissons, tu vas encore me verser de l'eau froide sur la tête. Enfin, il m'a vu et m'a fait sortir de dessous la chaise à coups de bâton. Ce maudit bâton vous fait un mal horrible. Mais la révélation que je viens d'avoir m'a dédommagé de tout cela. J'ai découvert que tous les coqs ont une Espagne. Elle se trouve sous leur plume. Le grand inquisiteur est sorti de chez moi, furibond, en me menaçant de je ne sais quel châtiment. Mais je l'ai méprisé totalement. J'ai méprisé sa malice impuissante, car je sais qu'il agit comme une machine, un instrument de l'anglais. Jo 34 rue Rumscanet 349 Rive. Non, je n'ai plus la force d'endurer tout cela. Mon Dieu, que font-ils de moi? Ils me versent de l'eau froide sur la tête, ils ne m'écoutent pas, ils ne me voient pas, ils ne m'entendent pas. Que leur ai-je fait? Pourquoi me tourmentent-ils? Que veulent-ils de moi? Malheureux, que puis-je leur donner? Je n'ai rien. Je suis à bout. Je ne peux plus supporter leur torture. Ma tête brûle, tout tourne devant moi. Sauvez-moi! Sauvez-moi! Emmenez-moi! Emmenez-moi! Donnez-moi une troïka de coursiers rapides comme la bourrasque. Montancelle, le postillon, teinte ma clochette. Coursier, foncez vers les nuits, emportez-moi loin de ce monde. Plus loin, qu'on ne voit plus rien. Là-bas, le ciel tournoie devant mes yeux. Une petite étoile scintille dans les profondeurs d'une forêt.
d'une forêt qui vogue avec ses arbres sombres en compagnie de la lune. Un brouillard gris s'étire sous mes pieds, une corde résonne dans le brouillard. D'un côté la mer, de l'autre l'Italie, et tout là-bas, on distingue même les icebergs russes. Est-ce que c'est ma maison, cette tache bleue dans le lointain? Est-ce que ma mère est assise devant la fenêtre? Maman, maman, sauve ton malheureux fils. Laisse tomber une petite larme sur sa tête douloureuse. Regarde comme on le tourmente. Serre ton pauvre orphelin contre ta poitrine. Et il n'a pas sa place sur la terre. On le pourchasse, maman. Maman, prends pitié de ton enfant malade. Prends pitié, maman. Hey. Avez-vous vu que le dé d'Alger a une verrue juste en dessous du nez?